Oui, merci. En effet, j'ai trois questions qui ont trois objets différents. Alors, je ne vais pas en faire la lecture complète pour ne pas alourdir le travail de la Commission, mais je vais essayer d'aborder de manière synthétique ces trois points assez différents les uns des autres. Le premier concerne l'organisation des élections en Palestine. On sait que le 9 février dernier, un accord est survenu entre le Fatah et le Hamas pour organiser les élections législatives et présidentielles en mai et juillet prochain. Et on sait aussi la réticence très ancienne des autorités israéliennes à laisser ces élections s'organiser à Jérusalem-Est. Les Palestiniens comptent beaucoup sur l'Union européenne pour faire pression sur Israël afin de permettre l'organisation de ces élections dans ce territoire hautement stratégique. Et donc, je voudrais savoir comment notre pays se positionne vis-à-vis de ces sollicitations, peut-être à ce stade encore informelles, palestiniennes. Si vous aviez l'intention d'évoquer ce sujet dans le cadre de nos relations bilatérales avec Israël, et a fortiori au niveau européen, est-ce qu'une position a déjà été arrêtée, et sinon, est-ce que le point est évoqué? Alors, la deuxième question, je vais vraiment l'évoquer rapidement, puisque mon collègue Moutquin en a fait une description assez approfondie de la situation dans la vallée du Jourdain. Je voudrais juste ajouter à tout ce qu'il a dit, et j'y souscris entièrement, qu'à l'exception de 2016, l'année qui vient de s'écouler est celle qui a vu le plus grand nombre de démantèlements de constructions depuis 2009 et le début de leur recensement par l'Union européenne, avec 849 démolitions de structures palestiniennes, dont 175 à Jérusalem-Est. Et en ce qui concerne les projets financés en tout ou en partie par l'Union européenne, 73 d'entre eux ont été détruits au cours des 10 premiers mois de 2020. Et ce sont des chiffres du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Donc, mes questions sont évidentes. Quelles sont les démarches que nous engageons par rapport à ces destructions? Est-ce que des compensations sont sollicitées? Et enfin, la troisième question concerne le blocus de Gaza, mais dans les conséquences qu'il a sur l'accès aux soins. Il y a eu le cas qui a fait pas mal parler de lui, de Tahani El-Rifi, une femme de 34 ans qui auparavant se déplaçait chaque mois dans un centre hospitalier de Hébron afin d'y suivre une radiothérapie à l'iode, méthode qui n'existe pas à Gaza, et maintenant les points de passage ayant été fermés par l'État hébreu, cela ne lui est plus possible et sa dernière séance remonte au mois d'août. Alors, j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises le caractère profondément intolérable, et le mot est faible, du blocus, et les exemples comparables à celui de cette dame sont nombreux. Et donc, je voudrais vous demander si la Belgique compte prendre des initiatives, tant sur le plan bilatéral qu'européen, afin de garantir l'accès de la population gazaoui qui le nécessite, qui en a besoin, à la médecine israélienne, particulièrement dans le contexte Covid que nous connaissons. Et je ne vais pas rappeler la différence de traitement entre populations concernant l'accès aux vaccins. Voilà, je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je voudrais vous remercier pour vos réponses, particulièrement pour la clarté de vos positions quant à l'organisation des élections à Jérusalem-Est. J'entends et je prends acte de votre volontarisme. Alors c'est vrai que j'ai été aussi tiqué sur la restriction ou le bémol que vous avez mis dans le contexte de la campagne israélienne, mais je retiens surtout votre volonté de rendre possible l'organisation des élections à Jérusalem. Et je voudrais dire de manière un peu plus fondamentale, Wouter de Vriend a eu raison, je pense, de rappeler que l'inquiétude, la préoccupation concernant l'évolution de ce conflit est vraiment quelque chose de largement partagé dans cette commission. C'est en effet un débat qui vit beaucoup
dans cette commission, peut-être d'ailleurs l'un de ceux qui vit le plus. Et donc, alors je ne vais pas parler au nom des collègues, mais je vais quand même me risquer à dire que nous sommes impatients de voir le gouvernement venir avec, en effet, des mesures dans la droite ligne de ce que permet l'accord de gouvernement. Et encore plus fondamentalement, je rêve, mais n'est-ce qu'un rêve, de voir le consensus européen réinterrogé à l'aune de l'évolution, de la dégradation de ce conflit. Il y a une radicalisation israélienne qui est patente, qui est indéniable. Et par rapport à ça, il faut se demander si le consensus européen est encore efficace. Est-ce qu'il produit encore quelque chose? Est-ce qu'il permet encore autre chose que de réagir au cas par cas, parfois par acquis de conscience, parfois pour peut-être se donner bonne conscience. Ce consensus européen, il doit être interrogé de manière critique et j'ai l'impression qu'il doit se mettre au diapason beaucoup plus d'une situation qui s'est dégradée et en effet depuis 20 ans, j'ai l'impression que ces grandes déclarations européennes en faveur de deux États vivant côte à côte, et vous connaissez la suite par cœur, n'ont pas empêché en effet la situation, le rapport de force de s'inverser ou en tout cas de se déséquilibrer comme jamais dans cette région. Et donc vraiment, au moment où il faut faire son examen critique et se demander à quelles conditions on peut encore être efficace, à quelles conditions on peut encore peser dans ce conflit pour rétablir une forme d'équilibre qui nous permet là aussi de tendre vers une résolution pacifique de ce conflit. Je vous remercie.